vous donne le contexte. Donc, comme vous savez, la réforme du lycée, c'était l'année dernière en 2020 pour la terminale. Pour la voie techno, il y a eu beaucoup de manuels qui sont parus. Mais en échangeant avec Fanny et Guillaume, on s'est dit qu'en fait, ils étaient assez peu adaptés au niveau des élèves. Et puis, ils étaient très gros pour 2 heures de cours hebdomadaires. Et puis, sur les voies technologiques, les enseignants n'adoptent pas tous un manuel. Fanny et Guillaume, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. D'accord, merci. Alors, on en a discuté évidemment avec les auteurs. Donc, un élève de terminale techno, ses grandes caractéristiques par rapport à la philo, c'est que globalement, il est intéressé. Hein, c'est un sujet qui l'intéresse. Il aime réfléchir et il aime débattre. Par contre, ce sont des élèves qui ont beaucoup de difficultés à lire les textes de philosophie, à les conceptualiser, à organiser leurs pensées, à rédiger, à travailler par eux-mêmes. Et puis, ce qui les motive pas du tout, c'est le coefficient de la philosophie en techno qui est de 2. Et comme l'a dit Fanny souvent, en fait, c'est moins que le sport. Donc, forcément, ils ne sont pas très, très motivés pour travailler cette matière. C'est 4 le coefficient, mais en fait, ça revient au même, parce que le PS, les langues, l'histoire géo, les maths sont de 5. Ah, d'accord. Et la philo est de 4. Donc, d'accord. En fait, maintenant, c'est sur 100, donc ça fait 4% de la note. Ah, d'accord, ils ont changé le... Bon, en tout cas, ça reste très faible. Ça Oui. n'a pas changé. Donc, les objectifs du cahier, c'est évidemment de rendre les problèmes philosophiques accessibles aux élèves, de développer leur capacité à appréhender cette discipline avec une approche progressive, vivante et méthodique, et de les préparer au bac, évidemment, avec un entraînement régulier, et de proposer aux enseignants un outil vraiment clé en main, complet, à la portée de leurs élèves pour leur permettre de traiter la philosophie avec facilité dans leur classe. Et ça, je pense que Fanny et Guillaume, vous pouvez peut-être dire un mot sur les enseignants en classe techno, en philo, qui sont souvent un peu désemparés face à leur classe. Tout à fait. Les classes technologiques, pour nous, c'est d'abord une difficulté de gestion de classe, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes élèves qu'en terminale générale. Donc, il y a une difficulté de gestion de classe, une difficulté en termes de niveau entre ce qu'on est censé leur demander au bac et la réalité du niveau des élèves. C'est-à-dire qu'on n'a jamais des dissertations aussi longues, aussi approfondies, aussi bien écrites qu'en terminale générale, à part exception, par élève exceptionnel. Et donc, du coup, il y a une vraie difficulté à enseigner le programme et à rendre intéressante la philosophie aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire de leur montrer que c'est intéressant pour eux, que ça peut leur apporter quelque chose, parce que c'est une discipline qui leur apparaît vraiment comme totalement abstraite et inutile au vu du coefficient. Donc, il y a vraiment un énorme enjeu de pouvoir faire quelque chose en classe. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment... Enfin, c'est pour ça que le cahier d'exercice nous semblait très intéressant et adapté aux séries technologiques, car c'est un public aussi qui, étant peu familier avec les codes de l'école, peut parfois arriver sans son matériel, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit que le cahier, c'était vraiment adapté, puisque c'est un cahier qu'on peut utiliser toute l'année. On ramène le même cahier, voire peut-être qu'ils peuvent le laisser au lycée si jamais on a la place de le garder, etc. Donc, ça me semblait adapté pour les séries technologiques qui ont du mal à revenir toujours avec le même cours et à suivre quelque chose, sachant qu'on ne les a que 2 heures par semaine, ce qui est vraiment très peu. Ouais, tu peux compléter, Guillaume, si tu veux. Ouais, donc effectivement, ça permet de laisser une trace aux élèves, parce que naturellement, on va avoir du mal à la constituer pour eux-mêmes. Et puis après, par rapport à une des difficultés qui a été listée tout à l'heure, il y a la question de l'entrée dans les textes. Là, déjà, balancer un texte de 20 lignes, la plupart du temps, ça n'aura pas forcément ça ne créera pas une bonne réaction du côté des élèves qui vont souffler tout de suite, qui vont tout de suite se heurter à pas mal de difficultés déjà simplement de vocabulaire, de compréhension.
Et tout le défi, justement, ça a été de se dire comment on fait pour les faire rentrer dans des textes sans forcément se contenter simplement de leur balancer le texte. Quelle médiation on peut trouver, quels outils on peut essayer d'apporter pour les amener à constituer un brouillon petit à petit, pour amener une première compréhension, puis qu'on complexifie un peu les choses, pour arriver à des exercices un peu plus longs petit à petit. Voilà, alors. On va vous redire un mot du nouveau programme. Donc, le nouveau programme pour les voies technologiques, c'est un programme commun à tous les élèves, donc 2 heures hebdomadaires. Il y a un examen donc à la fin de l'année qui est coefficient 4 et donc pas 2. Comme pour les séries générales, ils ont pour la série générale, pardon, ils ont des nouveaux auteurs, des nouvelles notions et des nouveaux repères. Et ils ont donc 7 notions à étudier qui sont organisées par champ, qui sont plus organisées par champ mais par perspective, donc l'existence humaine et la culture, la morale et la politique et la connaissance. Voilà, ce sont les mêmes perspectives que vous avez vues l'année dernière pour la voie générale. Alors, les épreuves. On leur propose le jour du bac un choix entre 3 sujets, 2 dissertations et une explication de texte. Alors les 2 sujets de dissertation, ce sont des questions simples appelant un examen précis et une discussion rigoureuse sur une ou plusieurs notions du programme aisément repérables dans la formulation de la question. Pour l'explication de texte, c'est un peu plus compliqué. Donc évidemment, le texte porte sur un auteur au programme. Mais ils ont 2 choix pour faire ce travail. Soit ils répondent à une série de questions dans l'ordre qui est donné, soit ils font un développement de leur choix. Et voilà, ils indiquent sur leur copie le choix qu'ils ont, enfin l'option qu'ils ont choisie pour répondre à l'explication de texte. Donc c'est ça, pour nous, ça nous a semblé assez compliqué à mettre en œuvre pour le cahier, puis pour les élèves, parce que bon, voilà, déjà il faut qu'ils comprennent le texte, en plus il faut qu'ils choisissent la façon dont ils y répondent. Vous voulez ajouter quelque chose Oui, les textes, comme le disait Guillaume, sont souvent difficiles à appréhender pour un élève de la série techno. Donc en général, ceux qui prennent l'explication de texte dans l'ancienne version du bac, c'était un peu ceux qui n'avaient pas du tout travaillé de l'année, qui n'avaient rien fait, rien suivi. Du coup, ils sautent sur le texte pensant là avoir un sujet facile, et souvent c'est des notes assez catastrophiques. Donc là, il y a un peu plus de questions avec cette nouvelle épreuve. Donc les questions nous semblent un petit peu plus guider les élèves, mais parfois dans les sujets zéro, on a trouvé que les questions étaient extrêmement difficiles pour les élèves. Donc nous, on a préféré avoir des approches du texte plutôt conformes à celles qu'on a en cours, plutôt que parfaitement conformes, même si elles sont aussi conformes à ce qu'on attend de l'élève au bac, puisqu'au final, on lui demande de comprendre le texte et de rendre compte de sa compréhension. Mais l'approche du bac n'est pas forcément plus facile qu'avant. Alors, je vais vous présenter la structure du cahier. Donc, c'est une approche progressive, vivante et méthodique des notions au programme. Dans chaque chapitre notionnel, on propose des exercices courts pour apprendre à analyser, problématiser et argumenter. On propose 2 démarches très guidées, donc une pour le débat oral qui porte autour d'un sujet contemporain, et une autre pour confronter des thèses philosophiques autour d'un même problème. On a aussi une approche de la philosophie à travers un extrait de film. La lecture l'entraînement est progressif à la lecture des textes et à la dissertation à partir de sujets liés à la notion. Alors dans chaque notion, en fait, on a un entraînement pour l'explication linéaire et pour la dissertation. Voilà, et on a une page de révision à la fin pour faire une synthèse de ce qu'il faut retenir sur les notions. Pour la partie méthode, on a une présentation de chaque exercice, un développement des méthodes pas à pas de chaque étape qu'il faut faire pour répondre à l'exercice, et un sujet blanc complet pour l'explication de texte.
Et là, on va rentrer dans le détail des chapitres et je vais laisser Guillaume et Fanny vous présenter le chapitre La liberté. Si je peux avoir juste un mot général sur notre approche, c'est que encore plus que dans le manuel série générale, là on a voulu trouver des activités, des exercices qui soient faisables facilement par un collègue ou une collègue en 1 heure de temps, parce qu'en fait, il faut penser qu'on n'a que 2 heures sur une semaine. Donc, c'est très difficile de faire un long cours qui se suit sur plusieurs semaines. Ça, c'est pas possible. Les élèves oublient tout d'une séance sur l'autre. Et donc, il faut vraiment penser en 1 heure, qu'est-ce que je peux faire avec ces élèves? Et donc, les démarches qu'on a proposées, c'est voilà, ou les exercices, c'est tout à fait faisable en 1 heure avec une classe de CI Techno. Et il n'y a pas forcément, comme on propose des médiations, comme le disait tout à l'heure Guillaume, avant d'arriver aux philosophes, aux concepts, etc., ce qui est un petit peu abstrait dans la philosophie. Du coup, c'est faisable directement par les collègues. On peut commencer le détail si Guillaume n'a rien ajouté sur l'ensemble. Allons-y. Je t'occupe de cette page. Ouais. Oui, vas-y. Donc la page d'ouverture d'entrée dans le chapitre, c'est pas une page purement illustrative. Il s'agit pas simplement de donner une image sur la liberté et puis on passe à la suite. Là, il s'agit vraiment d'une activité qu'on a eu l'occasion de tester avec nos élèves depuis plusieurs années. C'est le photolangage qu'on pratique pas trop en philosophie, mais qu'on pratique plutôt dans d'autres matières, notamment en langue vivante. Et donc, il s'agit là de donner un échantillon de 4 images avec le moins possible de contexte, le moins possible d'indications. Donc, il y a des images qui sont en fait des œuvres d'art plutôt classiques ou contemporaines. Il y en a d'autres, pas spécialement. Hein. L'idée, c'est que chaque élève ici choisisse l'image qui lui semble se rapprocher le plus du concept, donc là ici de la liberté, et qu'il essaie de justifier son choix. Ça lui permet d'expliquer un peu ce qu'il entend par liberté, quel est le premier sens qu'il donne à ce mot, quelle est l'autre image qui s'éloigne d'après lui le plus possible de la liberté, et donc quelles sont les oppositions par rapport à la liberté. Et puis à partir de cette confrontation d'images, donc on essaie de l'amener à essayer d'élaborer ses propres représentations. Et pourquoi pas d'ailleurs, ça peut donner lieu aussi bien à un travail individuel qu'à un travail en groupe, où plusieurs élèves confronteraient entre eux, compareraient entre eux justement les images qu'ils ont choisies, pourquoi ils ont choisi telle image, et pourquoi quelquefois ils ont même choisi la même image qui pour l'un se rapproche de la liberté, alors que pour l'autre elle s'en éloigne, parce que l'important c'est pas l'image, l'important plutôt c'est ce qu'on projette sur l'image, c'est le sens, c'est certaines idées particulières que chacun va projeter à sa façon justement sur chaque image. Et donc on a l'idée comme ça d'arriver c'est un exercice finalement de conceptualisation qui amène à une sorte de début de définition, en passant simplement par les images, en se passant simplement par la représentation de l'imaginaire de chaque élève ici. Voilà pour cette première page. Ensuite, donc la seconde page, on retrouve des petits exercices comme dans le manuel pour les séries générales pour analyser la notion, c'est-à-dire commencer à affiner un petit peu les différentes définitions qu'on peut donner de chaque notion au programme. Donc, ces exercices, on peut les retrouver en ligne aussi pour la plupart. Et c'est des exercices vraiment faisables en 5-10 minutes par les élèves, après avec une petite correction par le professeur. Ça permet vraiment d'entrer dans la conceptualisation et la problématisation, c'est-à-dire voir que parfois sur une notion, il y a plusieurs définitions différentes et qu'on peut aussi faire des distinctions, par exemple ici sur la liberté, entre la liberté de fait et la liberté de droit, qui sont des distinctions quand même assez fines à faire en philosophie, et là qui sont faites par l'exercice, souvent à partir d'exemples pour bien ancrer la réflexion philosophique dans le concret, dans le vécu des élèves. Et si je peux ajouter aussi, non seulement pour cette page, mais pour les autres exercices aussi, une grande différence avec le manuel, c'est que là, on a prévu vraiment une correction. Il y a une correction à laquelle le prof a accès, ce qui permet de faciliter pas mal le travail du prof, justement. On a eu quelques échos pour le manuel de collègues qui auraient bien aimé avoir des éléments de correction pour certains exercices qui n'étaient pas assez clairs pour eux. Et là, même si il y a une certaine liberté malgré tout qui est laissée à l'élève, bien sûr, de choisir les mots qu'il veut, de s'exprimer de plusieurs façons différentes. Hein. Malgré tout, à la fin, il peut arriver à voir s'il a compris dans l'ensemble. Il peut arriver à confronter justement ce que lui aura écrit directement dans son cahier avec l'exemplaire prof. Je me lance pour les concepts clés. Oui. Ouais. Donc pour cette page-là, donc il s'agit en fait notamment
d'une des listes au programme, c'est la liste des repères. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, là, ça reprend un peu la même logique que pour le manuel, c'est on a essayé d'associer 2-3 grands repères du programme à la notion, au chapitre en question. Donc là, c'est un tout petit peu petit, j'ai du mal à lire, mais si, voilà, c'est nécessaire et contingent pour nécessaire et contingent et indépendance et autonomie, donc pour le chapitre sur la liberté. Et là, l'idée, c'est comme pour la première page, comme pour la deuxième page, de mettre en place quelques exercices pour s'approprier la différence entre ces deux repères, entre ces deux mots-clés, pour ensuite voir comment on peut l'utiliser par rapport à la notion générale, par rapport à la notion de liberté. Donc, j'ajoute que sur tous les repères programmes qui ne sont pas dans ces pages concepts clés, il y a des exercices à la fin du cahier, dans des pages spécifiques pour les repères. On a fait des exercices sur tous les repères au programme, sachant que la liste s'est allongée avec le changement de programme avec la réforme. Alors, la page suivante, c'est une page qui reprend quelque chose qu'on avait dans le manuel, c'est-à-dire l'expérience de pensée. Sauf qu'ici, on ne parle pas d'un extrait de texte de philosophie, même si c'est toujours une expérience de pensée d'un philosophe. On essaie de partir d'abord de l'élève, lui, comment se poserait-il la question, donc d'envisager l'hypothèse qui est formulée dans l'expérience de pensée d'un philosophe. Ensuite, on l'amène à élaborer l'expérience de pensée d'un philosophe et enfin, en tirer des conséquences pour formuler un problème. Donc, c'est une page plutôt de problématisation, c'est-à-dire qui amène l'élève à envisager un problème, une question philosophique, c'est-à-dire une question qui admet plusieurs réponses différentes, tout autant valables les unes que les autres. Mais c'est une page qui est aussi centrée quand même sur un auteur. Donc, c'est pas simplement de la réflexion à partir du vécu des élèves, mais il y a un contenu philosophique avec cette expérience de pensée qui a été rédigée par un auteur dans un de ses ouvrages, mais qui est abordé progressivement pour amener l'élève à poser un problème. Et l'originalité des expériences de pensée, c'est de poser les problèmes non pas à partir de concepts abstraits, mais à partir de l'imagination, de faire travailler leur imaginaire, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas pour voir quelles seraient les conséquences et donc le problème posé par cette hypothèse, cette fiction. Et puis donc quand il s'agit d'explorer les conséquences, ça peut être notamment pour voir un peu quels sont les enjeux derrière l'expérience de pensée, ou voir aussi quelles sont les limites de l'expérience de pensée, donc ça amène aussi à une discussion critique à la fin. Et puis par rapport à la deuxième page d'exercice, c'est des exercices assez courts qui pouvaient se faire presque indépendamment les uns des autres sur une échelle de 10 minutes, 15 minutes. Là, ici, on est déjà un peu plus dans un travail plus long, mais qui essaie d'être guidé justement étape par étape. Donc on aboutit plutôt à une activité qui pourrait faire facilement 40 minutes. Soit en classe en commun avec le prof qui guide à la fin, soit chez soi, et puis ensuite, pourquoi pas, on rend au prof au retour en classe. Il y a plusieurs façons de l'utiliser ensuite. Et j'ajoute juste par rapport au manuel que même si les 7 notions qui sont au programme de série technologique sont présentes dans le programme de série générale, là, il y a des expériences de pensée. Nous, on n'a pas forcément repris les mêmes contenus que dans le manuel série générale. Alors, la page suivante. Donc là, on avait fait un peu ça dans le manuel, mais il n'y avait pas de page qui était spécialisée là-dessus, c'était plutôt des exercices particuliers qui s'en occupaient. Là, il s'agit vraiment d'utiliser le cinéma sur une page, sur la longueur d'une page. Alors, on a essayé pareil de choisir quelquefois, donc là, quelquefois certains extraits qui étaient déjà cités dans le manuel et d'autres qui sont originaux, dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent. Si possible, en précisant à chaque fois, donc là c'est un court-métrage, mais sinon quand il s'agit d'un film entier, on ne demande pas de voir le film entier, mais on précise bien une séquence de 5-10 minutes. Un problème de son. Ouais, non. Donc une séquence de 5-10 minutes dont on précise le minutage, qui permet donc aussi bien aux profs qu'aux élèves de se repérer, de ne pas avoir un truc immense à voir.
La plupart du temps ensuite, on a un petit exercice simplement de repérage, d'identification dans le scénario, dans la trame de ce qui se passe pendant la séquence, qui permet qui permet aux élèves déjà de mettre des mots sur ce qu'ils ont vu, sur ce qui s'est passé, sur les points importants, d'avoir une première description finalement de ce qui s'est passé à l'écran, pour ensuite commencer à poser des concepts dessus, commencer donc à passer plutôt à une dimension un tout petit peu plus abstraite. Et puis, l'objectif, c'est exactement le même objectif que pour la page précédente sur l'expérience de pensée, c'est d'arriver à formuler un problème, de montrer comment le cinéma ici n'illustre pas une thèse, n'essaie pas simplement d'illustrer un texte qui serait préexistant, mais comment ici, là, la scène qu'on a visionnée, qu'on a décrite, qu'on a commencé à analyser, cette scène permet de poser un problème philosophique qui est finalement comparable à une question de dissertation. Donc il s'agit bien d'une activité aussi pour problématiser, même chose, qui est guidée sur plusieurs étapes, sur un temps un peu plus long, qui peut représenter facilement 40 minutes, 1 heure en classe. Je n'ai rien à ajouter. Donc les 2 pages suivantes vont ensemble. C'est une activité à faire d'abord à l'écrit et ensuite à l'oral si on souhaite, qui s'ancre dans un cas réel, dans un cas particulier. Donc ici, par exemple, sur la liberté, c'est la question de la liberté par rapport à la sécurité. Faut-il limiter les libertés pour augmenter la sécurité? Sur la question de la surveillance par reconnaissance faciale, des caméras qui ont une reconnaissance faciale. Donc on part d'un cas particulier, ça peut être un procès, ça peut être une assemblée, etc. Et on amène les élèves la classe à se diviser en groupes. Chaque groupe va analyser un document et en tirer des arguments pour répondre à la question. Alors, il y a une question philosophique générale qui dirige la page, mais il y a une question plus particulière sur l'activité en question. Par exemple, là, sur la reconnaissance faciale, il s'agit d'imaginer dans une ville qui n'existe pas, si on habitait cette ville, est-ce qu'on serait d'accord pour autoriser la reconnaissance faciale ou non? Donc, les différents groupes ont tous des positions différentes. Généralement, il y a un groupe qui sert à organiser le débat. Par exemple, ici, c'est avec le groupe de la mairie, il me semble, donc qui souhaite organiser un débat dans sa ville pour savoir s'il faut autoriser ou pas la reconnaissance faciale. Donc, il y a un groupe qui organise le débat, qui va être chargé de distribuer la parole. Donc, on donne des clés aux professeurs pour savoir comment organiser les activités orales. Il ne s'agit pas de laisser les élèves parler dans tous les sens. Il faut qu'ils s'appuient sur les documents. Chacun a un rôle précis et doit garder son rôle. Donc là, l'activité, par exemple, peut se préparer en une demi-heure ou 1 heure, ou peut se préparer à la maison, et ensuite être fait à l'oral en classe, ou d'ailleurs en classe virtuelle aussi, avec un système de tour de parole qui est organisé par le groupe qui est en charge de la distribution de la parole dans la classe. Et ensuite, à la fin de cette activité, on propose à l'élève, pour montrer que cette activité n'est pas juste une activité ludique qui permet d'occuper les élèves pendant 1 ou 2 heures, c'est une activité qui permet d'aller vers le bac, puisque à la fin de cette page, on propose aux élèves de rédiger un paragraphe argumenté qui répond à la question philosophique qui pourrait être une question le jour du bac, une question de dissertation, à partir de cet exemple. L'idée est de faire travailler les élèves à partir d'un exemple précis, afin qu'ils le retiennent pour s'en resservir sur d'autres sujets de dissertation. Donc ça permet de construire une culture générale, mais aussi de mieux comprendre un problème philosophique. Parce que quand on est en classe et qu'il y a plusieurs groupes qui s'opposent, l'élève voit bien qu'il y a là un problème, puisqu'il y a plusieurs réponses différentes incarnées par plusieurs élèves différents à la question. Tandis que parfois, quand on voit en cours un philosophe puis un autre, les élèves ne voient pas très bien, pensent que c'est un peu une liste de réponses possibles, mais ne voient pas très bien le problème, l'enjeu. Donc là, les élèves comprennent mieux, saisissent mieux les enjeux d'une question philosophique, puisque là, l'activité est ancrée dans un cas particulier, ce qui n'empêche pas d'ailleurs dans ces pages d'avoir parfois un petit extrait d'un philosophe également qui s'est prononcé sur la question. Ici, dans cette page, on a un extrait de Michel Foucault, qui est connu pour avoir écrit donc, sur la surveillance. Donc, on a des extraits de philosophes, mais aussi des extraits d'autres textes de personnes qui sont, on va dire, plus engagées dans ces cas concrets en général. Et puis aussi, une chose qu'on a développée ici, sur laquelle on a essayé de pas mal travailler, donc c'est le travail du brouillon. Parce que si on se contente simplement de donner 3 textes, 4 textes aux élèves,
en leur demandant de les lire et d'essayer de faire un résumé à côté. En fait, ils vont pas faire le résumé. La plupart du temps, ils vont dire, voilà, j'ai tout dans la tête. Il y a une difficulté pour le passage à l'écrit et pour l'idée d'avoir un brouillon progressif petit à petit, comme ça. Et donc, on a essayé de travailler là-dessus sur des courtes synthèses. À chaque fois, à côté de chaque texte ou en dessous de chaque texte, on a une courte synthèse de quelques phrases où on a donné, nous, les débuts de phrases. On a donné comme ça des formules qui incitent à écrire, qui incitent à compléter, en essayant malgré tout, c'est ça le défi, de laisser une certaine liberté quand même d'expression à l'élève. Il s'agit pas de rentrer dans des formulations prémâchées, mais s'il rentre dedans, justement, s'il essaie au moins de compléter les phrases, il a un début de synthèse qui peut ensuite confronter avec une autre synthèse, et ce qui permet d'avoir un travail sur plusieurs séances, justement, ou en préparation en plusieurs temps. Est-ce que tu veux que je fasse cette page-là? Oui, vas-y. Ouais, ok. Donc là, les 3 pages qui suivent, en fait, c'est ce que nous, on appelle un colloque des philosophes qui porte sur une question philosophique la plus centrale possible sur le sujet, sur la notion du programme. Donc ici, nos choix sont-ils libres? Et ce qu'on a essayé de faire, c'est pas simplement convoquer un philosophe par page avec un texte philosophique il s'agirait de voir un peu quelle est sa position. On a essayé là vraiment de faire un travail très précis justement pour essayer de guider l'appropriation, la compréhension déjà par l'élève et ensuite l'appropriation des idées par l'élève. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas donné un texte massif, un texte qui serait indigeste, un texte qui serait tout de suite de format bac et qui la plupart du temps aurait tendance plutôt à bloquer la compréhension. On a plutôt essayé ici d'y aller par une démarche un peu analytique, en essayant, en donnant la plupart du temps quelle est la thèse de l'auteur. Voilà, elle est formulée la plupart du temps avec une citation. En essayant de passer très vite par un exemple qui permet déjà de contextualiser dans un cas précis ce que donnerait sa thèse, en essayant d'éclaircir quel est le concept, quel est le repère qui est à l'œuvre dans cette thèse et qu'il faut maîtriser pour comprendre ensuite son argumentation. Donner un passage ensuite qui essaie d'illustrer justement son raisonnement. Et puis, ça aussi, on a essayé de travailler là-dessus, c'est une façon de schématiser l'argumentation. Donc un début de schéma qui essaie de faire comprendre un peu la logique ici du raisonnement de l'auteur. Et une fois qu'on a compris finalement à peu près les 3 phrases centrales, les 3 idées centrales et la façon dont elles sont enchaînées, finalement on est capable ensuite de tout faire. On est capable ensuite de restituer ce raisonnement sous la forme d'un paragraphe de synthèse. On est capable, pourquoi pas, de le réutiliser dans une dissertation. On est capable de le critiquer ensuite. Et donc tout ce travail-là, minutieux, guidé, qui va prendre un certain temps, la plupart du temps, au moins une demi-heure ou plus, mais dont le but est vraiment d'essayer de guider le plus possible l'appropriation par les élèves, le travail d'écriture des élèves, et pour qu'ils arrivent finalement à une maîtrise assez bonne finalement de la thèse d'ensemble. Et donc cet exercice-là est répété sur 3 pages avec 3 auteurs de courants philosophiques différents qui offrent chacun un contrepoint aux autres, la plupart du temps, qui essayent de défendre des positions assez nuancées les uns vis-à-vis des autres, mais qu'on peut opposer ensuite facilement. Donc ça permet malgré tout de donner une bonne culture philosophique aux élèves sans passer par le paragraphe de 20 lignes, 25 lignes, ni par un cours magistral que les élèves de Sci-Techno ont beaucoup de mal à suivre, puisque donc là on peut diviser la classe en 3 groupes, ou alors faire la classe les 3 fiches différentes. Mais si on divise la classe en 3 groupes, ce qui est intéressant, c'est ensuite jouer le colloque des philosophes, c'est-à-dire c'est une activité orale dans laquelle chaque groupe d'élèves représente un philosophe, doit rester fidèle à la thèse du philosophe pour répondre à la question de départ. Par exemple, ici, nos choix sont-ils libres? Et une fois qu'on a fait cette activité, c'est une activité vraiment très complète, puisqu'on peut demander à l'élève de remplir une page bilan qui comporte une introduction et un plan détaillé qui serait le plan de la dissertation, voire de demander à l'élève de faire la dissertation. Moi, j'ai fait plusieurs fois cette activité en classe avec plusieurs classes de Sci-Techno cette année, et ça marche très bien. Une fois qu'ils ont fait chacun leur page philosophe, ensuite le colloque oral, ils arrivent beaucoup mieux à développer une dissertation, puisqu'ils se souviennent que, ah oui, Spinoza, ça correspond à tel camarade de ma classe qui développait tel argument avec tel exemple. Et donc, ça leur donne vraiment un appui pour rédiger une dissertation
alors que si on ne donne pas d'appui, c'est vraiment très difficile. Donc, il y a une page du plat 2 de la couverture qui permet d'expliquer aux collègues qui voudraient organiser ce colloque des philosophes comment on peut répartir les rôles, quelles règles pour les prises de parole on peut établir dans la classe. Donc, c'est tout à fait faisable, parce que généralement, c'est technologique, on a des demi-groupes, mais ça peut se faire aussi en classe entière. Et ça peut se faire aussi, ça dépend bien sûr du choix de chaque collègue, mais ça peut aussi se faire tout seul. Ça peut aussi ne pas forcément se faire en groupe, mais le collègue choisit de travailler une page parce qu'il y a tel auteur qui l'intéresse davantage et lui préfère traiter les autres dans son cours normal. Dans ce cas-là, ça permet aux élèves d'avoir une approche, de commencer à s'approprier cet auteur, même s'ils sont chez eux, même s'ils sont à distance, même si tout n'est pas fait par le professeur à chaque fois. Et puis, donc, comme pour les pages d'exercice, la plupart du temps, on a essayé de tester avec des classes pour voir concrètement ce que ça donnait, pour essayer d'améliorer des formulations, pour essayer de changer. On a vu qu'il y avait effectivement des points qui étaient un peu plus abstraits, qui étaient un peu plus difficiles à comprendre. On a essayé de lever comme ça les différentes difficultés les unes après les autres. Donc ensuite, c'est la page d'exercice d'argumentation. Et donc là, il s'agit de faire on revient davantage à un format court, un format qui peut davantage représenter 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend des exercices. Sans forcément se centrer sur des auteurs en particulier, mais plutôt essayer de développer ici plutôt la compétence d'argumentation des élèves. Et donc il s'agit la plupart du temps de choisir la meilleure stratégie pour soutenir une thèse, d'identifier des types de raisonnements, de les comparer, de voir après quel serait le plus efficace pour soutenir une thèse en particulier, d'essayer de reconstituer quel est le type d'argument utilisé dans un texte philosophique, ce genre de choses. Et avec, pour beaucoup de ces exercices-là aussi, un corrigé qui est disponible. Dans la page suivante, on rentre plus dans l'entraînement à l'explication de texte. Et donc, ici, on ne rentre pas à partir d'un texte, mais à partir d'une citation, puisque dans l'épreuve d'explication de texte, on a dit donc au début qu'il y a des questions qui sont posées à l'élève, et souvent, ces questions demandent d'expliquer telle ou telle phrase du texte, voire telle ou telle expression. Donc, on s'est dit qu'il fallait apprendre à l'élève à analyser une phrase en particulier, et pas seulement analyser le texte, mais être attentif vraiment à chaque terme d'une phrase d'un auteur. Et aussi, on essaie de rentrer dans le texte à partir de ce qui fait un petit peu, ce qui intéresse les élèves de ces technos, qui sont parfois un peu fascinés par les citations. Donc, on a décidé de choisir des citations qui sont marquantes, qui souvent recèlent un paradoxe, qui frappe l'esprit. Par exemple, ici, l'homme est libre, mais partout il est dans les fers, de Jean-Jacques Rousseau, pour amener l'élève petit à petit sur l'ensemble de la page à formuler, comprendre le paradoxe. C'est-à-dire que le but n'est pas du tout évidemment de retenir par cœur la citation sans comprendre son sens, mais de bien identifier qu'il y a un paradoxe déjà dans la citation, qu'ensuite on peut reformuler avec ses propres mots, évidemment même si là les exercices guident l'élève pour l'aider à reformuler, et ensuite dans un dernier temps la mettre en perspective, soit avec la suite du texte ou ce qu'il y a avant parfois, soit avec d'autres auteurs qui s'opposeraient ou iraient dans le même sens que la citation en question. Donc, il s'agit de rentrer dans un auteur à partir d'une citation. Alors, c'est pas réduire l'auteur à une citation, mais c'est vraiment utiliser cet intérêt des élèves, cette fascination pour la belle formule, pour les amener à développer leur connaissance d'un auteur. Donc, c'est-à-dire qu'ici, cette page sert à la fois à travailler les compétences pour l'explication de texte, les compétences analytiques, mais aussi à donner une certaine culture philosophique, puisque finalement, ici, on a une page sur la thèse d'un auteur sur une notion. Et généralement, les thèses qu'on a choisies, les citations qu'on a choisies pour cette page, viennent éclairer un problème différent de celui du colloque ou de celui du cas, de l'argumentation à partir d'un cas. Hein. On essaie sur tout le chapitre de balayer les différentes problématiques qui existent sur chaque notion au programme.
et aussi de traiter le maximum d'auteurs, même si évidemment il y a plus de 70 auteurs au programme et on n'a que 2 heures par semaine de philosophie sur l'ensemble de la terminale. Et évidemment, on dit d'emblée aux élèves dès le début de l'année qu'il sera impossible de voir tous les auteurs. C'est d'ailleurs pas le but du programme. Mais nous, dans le cahier, on a essayé de faire figurer quand même beaucoup d'auteurs différents sur chaque chapitre, de ne pas répéter les mêmes auteurs. Voilà, donc là, on est toujours sur l'explication de texte, mais on change un tout petit peu d'échelle. On était sur la page précédente sur une citation courte. Là, on arrive plutôt sur un texte de format bac. Et l'objectif de cette page, c'est principalement de comprendre le sens global du texte. Là, c'est justement, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est pas de rentrer dans la logique d'une phrase ou d'un raisonnement, c'est plutôt de comprendre un peu où l'auteur veut en venir en général. Et donc, on s'est adapté ici sur un format de type bac d'un texte, la plupart du temps d'une quinzaine de lignes, avec une première étape dans laquelle on pose des questions globales de compréhension, qui permettent déjà de s'y repérer un peu, d'y voir un peu plus clair sur le sens du texte. Et une fois que l'élève a posé ses premiers jalons, on va lui proposer un exercice qu'on a eu l'occasion aussi de tester en classe et qui a assez bien fonctionné, qui est l'idée d'écrire une lettre à l'auteur. Et pour écrire une lettre à l'auteur, ça suppose dans un premier temps qu'on ait compris ce qu'a dit l'auteur. Donc s'il s'agit dans un premier temps déjà de faire une synthèse de sa thèse, du raisonnement global qu'on a vu, avec une certaine liberté quand même. Il ne s'agit pas là de revenir cursivement sur l'ensemble du texte. Et une fois que l'élève a restitué justement tous ces éléments de synthèse, il peut ensuite essayer de prendre position. Prendre position, soit en essayant d'appuyer un élément particulier, soit en essayant de commencer à soumettre une petite première objection, un point qui pose des difficultés dans le texte. Et donc c'est un exercice qui invite les élèves à entrer en dialogue, mais entrer en dialogue sans forcément être dans une critique totale qui partirait sur une incompréhension totale. Non, il s'agit d'abord d'avoir compris ce que veut dire l'auteur pour essayer ensuite d'amener à une position un peu plus nuancée, ou en tout cas essayer de commencer à soumettre une objection, et on est davantage dans les dernières questions de l'explication de texte, dans les questions de commentaires. Ce qui fait qu'on a plusieurs curseurs. Donc ici, on a les éléments d'analyse qui seraient dans la page précédente, là qui s'appuieraient sur une seule phrase courte. Les éléments de synthèse qui là sont plutôt au début de cette page, et puis le commentaire qui est donc à la fin de cette page. Et donc on a essayé de choisir pour cette page des extraits lisibles pour les élèves de cette technologique. Et ce texte, par exemple, de 1000 est en fait le texte qui a été donné dans les sujets 0 pour le bac technologique. Donc ça correspond parfaitement au public visible. Donc enfin, on est dans l'avant-dernière page. Là, il s'agit non plus de s'entraîner à l'explication de texte, mais à la dissertation. Donc dans chaque chapitre, on travaille un point précis de la dissertation. Ici, dans ce chapitre, une sous-partie, mais ça peut être dans un autre chapitre, l'introduction, la problématisation, le plan, etc. Donc, on a un sujet de dissertation qui renvoie ici à une problématique un petit peu différente de celles qui ont été traitées avant dans le chapitre, puisqu'il faut apprendre aux élèves à traiter n'importe quel sujet sur la notion, par exemple, de liberté, même si c'est une question qu'on n'a pas vue en cours. C'est là la difficulté de l'épreuve de philosophie, que les questions qui tombent le jour du bac ne sont pas forcément les questions qu'on a vues en cours. Et donc, il faut apprendre à l'élève vraiment cette méthode d'analyse du sujet, d'argumentation, de déploiement de son argumentation, etc. Et donc, on a choisi de travailler à chaque fois sur un point précis, puisque comme on n'a que 2 heures par semaine avec les élèves, c'est difficile de travailler d'emblée toute la dissertation. Comme c'est un exercice qui effraie un petit peu les élèves de CAI Techno, il faut commencer par travailler un petit point, que ce soit la sous-partie, l'introduction, le plan, pour aller petit à petit vers l'ensemble de l'exercice qui est la dissertation. Donc cette page va avec la fin du cahier qui présente une méthode précise et détaillée et progressive de la dissertation en série techno. Voilà, et donc la page finale qui clôt le chapitre
C'est une page donc d'aide à la révision, où il s'agit de refaire le point sur tout ce qui a été vu dans l'ensemble du chapitre, mais à travers un petit aide-mémoire rapide. Donc, quels sont les concepts principaux qui ont été vus, quels sont les repères qu'on est capable de distinguer à l'issue du chapitre, qui se réfèrent à des pages particulières. Quelles sont les thèses, donc les principales thèses qui ont été observées, donc ce sont celles qui correspondent aux 3 pages du colloque, et donc être capable d'associer à chaque fois telle thèse avec un nom d'auteur. C'est un peu petit, donc j'essaie de revoir. Et puis après, donc si je n'oublie rien. Après, il y a les problèmes. Oui, voilà. Et, Donc, les notions. Donc essayer de relier donc un problème à une question philosophique. Donc à chaque fois, en fait, il y a une toute petite activité assez simple qui permet d'être sûr de réactiver un peu la mémoire de l'élève, qui permet de rejouer un peu, de vérifier si on est toujours capable d'associer telle chose et telle chose. Et puis donc la dernière étape, là on a proposé à partir de là, par exemple du chapitre sur la liberté, de montrer que chaque notion rejaillit sur les autres. Et donc on a proposé à chaque fois, donc voilà, si on faisait un sujet sur l'art et la liberté, voilà ce que ça donnerait. Faites le même exercice avec toutes les autres notions. Quelles questions philosophiques on pourrait poser sur l'art et la technique, quelles questions philosophiques on pourrait poser sur l'art et sur la liberté et la justice, pour montrer en fait qu'on ne s'est pas contenté simplement de s'inscrire à l'intérieur d'un champ précis. En réalité, on a vu chaque notion, enfin on a vu la notion de liberté plutôt déjà dans des perspectives différentes, ça dépendait des pages. Il y avait des pages qui étaient plutôt associées à la connaissance ou à l'existence, à la culture, mais même montrer qu'on serait capable de faire des ponts comme ça, d'arriver à montrer un peu quels sont les ponts avec les autres chapitres. Oui, l'idée est de bien faire comprendre à l'élève qu'il ne s'agit pas de comprendre chaque notion de façon isolée, mais dans ce programme, de comprendre le lien entre les notions, puisque le jour du bac, il peut tomber sur un sujet qui correspond à 2 notions différentes et pas seulement à la liberté ou à la justice. Donc enfin, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a des pages méthodes à la fin qui sont assez succinctes puisque, comme je le disais, on ne voit pas beaucoup les élèves, on voit seulement 2 heures par semaine. On ne peut pas rentrer dans une méthode qui soit extrêmement longue, mais qui est quand même assez précise, qui essaie de donner des conseils très précis à l'élève qui se demande comment je fais par quoi je commence sur mon brouillon, qu'est-ce que je fais ensuite. Donc, il y a une synthèse au début des pages méthodes de la dissertation et de l'explication de texte pour lui dire à peu près en combien de temps il doit faire telle ou telle chose, puisque souvent, les élèves de CI Techno, on les voit partir au bout de 2 heures d'épreuve, alors que l'épreuve dure 4 heures. Donc, il s'agit ici de leur expliquer on a vraiment besoin de 4 heures pour faire l'exercice demandé au bac, puisqu'il faut passer par plusieurs étapes au brouillon avant d'arriver à rédiger sa copie. Et on donne des conseils de rédaction très précis et des exemples aussi de ce qu'il faut faire au brouillon et ensuite de la façon dont il faut rédiger son exercice. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la liste des repères du programme. Donc il y en a plusieurs qui font déjà l'objet de pages particulières dans tel ou tel chapitre par rapport à telle ou telle notion. Et pour ceux qu'on n'a pas pu placer, parce qu'il y en a déjà une liste qui est énorme par rapport aux notions du programme. Donc là, on a proposé une page récapitulative qui essaie de redonner le sens de chacun de ces repères, de chacune de ces distinctions conceptuelles, avec à chaque fois un exercice court d'application pour vérifier simplement qu'on a compris déjà ce premier sens. Et souvent, l'exercice est un texte à trous, puisque cela permet de vérifier que l'élève comprend le sens du mot en sachant bien le replacer dans une phrase. Alors sur cette page, en fait, on vous a mis juste une capture d'écran des exercices interactifs qui sont proposés aux élèves. Donc c'est des exercices autocorrectifs qui sont proposés pour les pages, donc analyser les notions, comprendre les concepts clés, s'entraîner à l'argumentation et réviser les notions. Voilà, donc c'est autocorrectif. Cette année, l'environnement a un peu, l'outil a changé.
évolué et il est beaucoup plus sympathique, je trouve, pour l'élève. Voilà, il a vraiment un retour un peu dynamique, s'il a réussi, s'il a raté. Et moi, pour avoir fait tous les exercices des chapitres, je trouve que c'est plutôt c'est plutôt engageant, je trouve, à faire pour un élève qui aurait envie de réviser ou qui a envie de rentrer dans la notion. Ou ça permet de mémoriser des choses, notamment les thèses dans la page révisée, les thèses des philosophes. On se rend compte qu'on les a bien mémorisées finalement. Fanny, Guillaume, vous qui les avez écrits et testés, vous avez quelque chose à ajouter? Vous voulez ajouter un mot sur ces exercices? Oui, voilà, ça peut s'utiliser soit en amont du cours, donc demander aux élèves de faire tel exercice chez eux ou en classe virtuelle, ou en aval pour réviser avant un bac blanc ou avant le bac, leur dire voilà, il y a ce stock d'exercices en ligne, si vous les faites et que vous les réussissez tous, c'est que c'est bon, vous avez les connaissances nécessaires, suffisantes pour faire l'épreuve. Oui, ça permet notamment de répondre à une grande question des élèves, notamment en série technologique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on révise en philo. Qu'est-ce qu'il faut savoir, comment je fais pour faire quoi que ce soit avant tel ou tel devoir et avant le bac en particulier. Et là, justement, ça permet d'y répondre d'une façon assez simple, courte et assez complète en même temps. Donc de voir qu'il y a quand même des distinctions justement conceptuelles qu'il faut maîtriser, qu'il y a un minimum d'argumentation à connaître, que le fait au moins d'être capable d'associer une thèse avec le nom de l'auteur qui la défend, ça permet déjà d'avoir le minimum de connaissances exigibles et nécessaires pour ensuite affronter les vrais exercices de type bac. Voilà, et donc en conclusion sur ce cahier, on peut dire que c'est un cahier qui est pensé par une équipe d'autrices et d'auteurs reconnus et soucieuse de faire entrer les élèves en philosophie. C'est une approche innovante, il n'y a pas d'autres cahiers existants en philo, et vraiment l'approche de chaque page est très innovante. Voilà, c'est comme pour le manuel de philo, on se décale vraiment par rapport à la concurrence. C'est un outil qui propose de nombreux types d'approches, des exercices, des textes courts, des débats. C'est un cahier qui est ancré dans le présent pour montrer l'actualité de la réflexion philosophique. Et c'est des méthodes et des sujets guidés pour préparer et travailler sur les épreuves du bac. Voilà, c'est les principaux points forts qu'on peut, si on veut synthétiser la présentation de ce cahier de philosophie. Je crois que c'est la dernière slide, donc Guillaume et Fanny, je vous laisse le dernier mot si vous voulez rajouter quelque chose. Le but est de vraiment montrer aux collègues qu'on peut vraiment faire de la philosophie en série techno si on trouve les bonnes médiations, les bons exercices à faire avec les élèves et si on a une bonne pédagogie, ça permet aussi de gérer sa classe plus facilement. Et donc, c'est vraiment on a testé tous les exercices du cahier ont été testés en classe, dans des classes très diverses, puisque le public de série techno est quand même assez diversifié entre les STI, les séries industrielles, les STLCS, les séries plutôt sanitaires et sociales, les STMJ, les séries plutôt qui étudient le marketing, la gestion, etc. On a tous des séries techno totalement différentes. On a testé ces exercices et une fois que voilà, la consigne est bien expliquée, etc., les élèves se mettent au travail et on obtient des résultats au sens où les élèves s'intéressent et retiennent des choses du cours de philosophie et commencent à constituer une petite culture philosophique. Donc, c'est des exercices qui nous ont donné satisfaction, c'est pour ça qu'on les propose dans le cahier.